Électrochoc, le podcast des électrons libres. Venezuela, le tombeau de l'or noir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire fascinante, celle d'un géant pétrolier qui a trébuché. On parle du Venezuela, un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Exactement, Max. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que l'Iran, c'est colossal. On pourrait imaginer un pays nageant dans la prospérité, mais la réalité est bien plus complexe. Le pétrole, qui a longtemps été une bénédiction, s'est transformé en une sorte de malédiction. C'est le paradoxe total. Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps, aux années 2000. À cette époque, les prix du baril s'envolent, et le Venezuela, sous la présidence d'Hugo Chavez, profite à plein de cette manne financière. Oui, et cet argent a financé une politique sociale très ambitieuse. On parle de cliniques gratuites, de subventions alimentaires, de logements sociaux. C'était le cœur de la révolution bolivarienne. L'idée était d'utiliser la richesse du pétrole pour le peuple. Sur le papier, l'intention est louable, mais c'est dans l'exécution que les choses se sont compliquées, notamment avec la gestion de la compagnie pétrolière nationale, la fameuse PDVSA. Ah, PDVSA. Avant cette période, c'était un fleuron de l'industrie. Une entreprise avec une vraie expertise technique reconnue internationalement. Mais elle a été progressivement transformée en un outil politique, une sorte de portefeuille géant pour financer les programmes du gouvernement. Et c'est là que le bât blesse. Quand la politique prend le pas sur la technique dans un secteur aussi complexe, les problèmes ne tardent jamais. Les cadres compétents qui ont osé critiquer cette nouvelle gestion ont été mis sur la touche. Carrément mis sur la touche. Il y a eu un événement majeur en 2002, une grève massive des employés de PDVSA. La réponse du pouvoir a été radicale. Près de 19 000 salariés ont été licenciés. 19 000. C'est une hémorragie de compétences absolument terrible. On a vidé l'entreprise de son savoir-faire. Pour les remplacer, on a fait appel à des retraités, à des jeunes sans formation adéquate. Le critère principal n'était plus la compétence, mais la loyauté politique. La méritocratie a tout simplement disparu. Et les conséquences ont été directes et désastreuses. La productivité s'est effondrée, l'entretien des infrastructures a été négligé et la corruption est devenue systémique. C'est un engrenage infernal. D'autant plus que le pétrole vénézuélien n'est pas le plus simple à extraire et à traiter. Il est extra lourd, très visqueux. Il faut des technologies spécifiques, des installations complexes et des diluants pour le rendre commercialisable. C'est un point crucial. La géologie ne pardonne pas. Vous pouvez avoir toute l'idéologie du monde, mais si vous n'avez pas les ingénieurs et les investissements pour maintenir des raffineries complexes, la production s'arrête. C'est mathématique. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu des sites historiques, comme ceux autour du lac Maracaibo, tomber littéralement en ruine. Des oléoducs qui fuient, des puits abandonnés. C'est devenu une catastrophe écologique en plus d'être une catastrophe industrielle. Une véritable marée noire à ciel ouvert par endroits. Les techniciens restants ont dû se reconvertir pour survivre. L'air a devenu irrespirable autour de certains sites. C'est un tableau très sombre. Et les sanctions américaines, arrivées plus tard, n'ont fait qu'enfoncer le clou. C'est vrai, elles ont aggravé la situation, mais le mal était déjà fait de l'intérieur. Le déclin était déjà bien amorcé. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce chaos, l'histoire n'est peut-être pas terminée. Il y a encore des lueurs d'espoir et des enjeux géopolitiques majeurs qui se dessinent. Tu penses notamment à la reprise partielle des activités par des entreprises étrangères ? Exactement. On voit par exemple que l'administration américaine a accordé des licences, comme à Chevron, pour relancer une partie de la production. Ce n'est pas anodin. Il y a un intérêt stratégique évident. Lequel, selon toi ? Eh bien, les raffineries américaines, notamment sur la côte du golfe du Mexique, sont historiquement conçues pour traiter ce type de brut lourd vénézuélien. Elles ont besoin de ce pétrole dense pour fonctionner de manière optimale, même avec l'essor du pétrole de schiste qui est très léger. Donc, pour les États-Unis, remettre la main sur le pétrole vénézuélien, c'est non seulement une opportunité économique, mais aussi un moyen de sécuriser leurs approvisionnements et de réduire leur dépendance à d'autres sources. C'est bien plus que ça. C'est une stratégie de domination énergétique.
Contrôler une ressource aussi massive permet d'influencer les prix mondiaux et de renforcer le rôle du dollar dans le commerce du pétrole, le fameux pétrodollar. Donc, on voit que derrière la chute de ce géant, les cartes sont déjà en train d'être rebattues. La question maintenant, c'est comment reconstruire ? C'est le défi immense qui attend le Venezuela. Remettre en état les infrastructures coûtera des milliards et prendra des années. Mais le plus grand défi sera de faire revenir les compétences, ce capital humain qui a fui le pays. Mais on peut rester optimiste. Le potentiel est toujours là, sous terre. Avec les bons investissements, une nouvelle gouvernance et le retour du savoir-faire, le Venezuela pourrait, à terme, redevenir un acteur majeur de l'énergie mondiale. Tout à fait. La ressource est là, la technologie pour l'exploiter existe. C'est une question de stabilité, de confiance et de vision à long terme. Le chemin sera long, mais le potentiel de renaissance est bien réel. C'est une page qui reste à écrire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.